Philip in the MENA region, looking after also Algeria and Tunis and rest. Morocco is not part of our region. It belongs to the Paris office, and is it also based in Dubai. Bella Besmedi du cabinet Orwa Tachtel, cabinet spécialisé en hôtellerie tourisme. Je suis basé à Paris et en charge de toute la zone Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, avec une représentation sur Abidjan. Christian Caraglagnan, donc j'étais 42 ans chez Accor, ne souriez pas, où j'ai terminé dans les 15 dernières années en tant que directeur général du développement, mais je suis là plutôt pour parler en tant qu'investisseur, puisque je suis également membre du conseil d'administration, enfin du conseil de surveillance de Risma, qui est une société marocaine cotée à la bourse de Casa et qui développe donc de l'hôtellerie dans ce pays. Et j'ai été également membre du conseil de surveillance de notre société algérienne également, en partenariat avec un partenaire algérien. Voilà. Alors, je pense, vu le nombre, non, peut-être pas une présentation générale. Ah, il y a déjà un parole. Oui, on vous entend mal. Ah non, Très bien. Juste le volume. Je n'entends pas. On ne va pas demander à chacun de se présenter, ça paraît compliqué. Non, je pense que c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec une première question? Non. On pourra peut-être. On ne va pas revenir sur ce qui est. Pardon. Bonjour, je m'appelle Cheyenne Souzani, je représente la SMIT. Je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit le matin. Donc, il y a Radisson qui s'est prononcé sur sa vision de développement en Afrique. Il y a le groupe Accor également, donc je vais rebondir sur ça. Et je vais reposer la même question pour un peu plus de détails. Quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à chacun des groupes hôteliers de développement au niveau de l'Afrique et particulièrement le Maroc que je représente? Donc on a entendu parler d'un certain nombre de produits, lifestyle, appart-hôtel, des hôtels un peu plus authentiques qui reprennent la culture, l'identité marocaine. Donc je voudrais avoir votre avis sur ça. Voilà. Merci. Bah, moi, je crois qu'en effet, il n'y a pas de raison que le lifestyle soit limité, enfin les nouveaux concepts soient limités aux États-Unis ou à l'Europe. Je pense qu'il y a une importante clientèle également en Afrique, et notamment domestique, mais aussi internationale, qui recherche le charme, l'attractivité, la différence, la convivialité qu'offrent les hôtels dits lifestyle. Alors le lifestyle, ça va on l'a dit ce matin, ça va de l'économique au luxury. Hein. Il n'y a pas que du lifestyle dans le luxe. Et je crois que ce qui est important, c'est pas tellement la chambre dans laquelle on passe assez peu de temps, même si elle doit être décorée de façon un peu différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent dans la plupart des hôtels, mais c'est surtout l'ambiance qui peut être créée dans l'hôtel. Et ça, je crois que les Africains, ils sont autant séduits et sont en demande autant que dans d'autres parties du monde. Il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Donc, nous, pour ce qui concerne Accor, là, je ne parle pas forcément de Risma, encore que certains investissements peuvent être faits par Risma, souhaite développer des marques comme Mama Shelter, où on a des projets aujourd'hui à Abidjan et à Dakar. Et on espère bientôt en avoir un à Casablanca. Ça peut être également des marques plus haut de gamme, comme So, bien sûr, ou comme l'a dit ce matin Reda, des marques issues de notre alliance avec Sam Nazarian aux États-Unis, à savoir Delano, Mondrian, SLS, toutes marques qui connaissent un grand succès aux États-Unis et qu'on souhaite développer dans l'ensemble du monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raison de dire l'Afrique, non, on va refaire les Ibis et les Novotel il y a 30 ans. Et même Ibis, c'est de toute façon renouvelé récemment pour aller un peu plus vers ce type d'hôtel, sachant que quand vous avez 800, 900 ou 1000 hôtels, c'est un peu compliqué du jour au lendemain de transformer l'ensemble du réseau. C'est une des contraintes des chaînes d'hôtels, en fait. Si je parle pour nous du côté de chez Radisson, alors on est aujourd'hui moins présent que nos confrères de chez Accor. On a donc présent maintenant à Marrakech depuis 2 ans et demi. On a annoncé un petit peu plus tôt cette année notre entrée sur le marché à Casablanca avec, sous la marque Radisson Blu.
On a aujourd'hui un portefeuille de 5 marques. Nous, on regarde de manière, j'allais dire, proactive et principale sur les grandes villes marocaines, donc qui sont aujourd'hui Casablanca, où on voit un potentiel d'ajout de 4 à 5 hôtels supplémentaires au travers de nos marques principales, qui aujourd'hui sur le Maroc et le reste de l'Afrique du Nord seraient Radisson Blu sur un segment upper upscale, après sur de l'upscale avec notre marque Radisson qu'on a introduit un petit peu plus tôt cette année, et après sur un positionnement mid-scale au travers de Parking by Radisson. Donc on cible, je disais, donc Casablanca, Rabat, Tanger, j'allais dire avec un focus principal. De manière un petit peu plus proactive, on peut aussi regarder des destinations, j'allais dire plus resort, type Agadir. Et après, il y a aussi de manière un petit peu plus réactive des opportunités, j'allais dire type sur des nouvelles destinations. Il y a aussi, on parlait ce matin des services appartements. Nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est un modèle qu'on a lancé au Moyen-Orient et qu'on développe de plus en plus. Je pense que le Maroc s'y prête très bien dans la mesure où, je veux dire, à la fois, par exemple, Casablanca se positionne aujourd'hui comme le hub économique et financier pour le Maroc. Vous avez aussi j'allais dire, un peu des villes secondaires dans périphérie de Casablanca, et on peut prendre l'exemple de Mazagan, où aujourd'hui vous avez une véritable activité économique et résidentielle qui est en train de se créer. Donc ça appelle un besoin de produits hôteliers. Vous avez des universités, des hôpitaux, donc il y a encore une fois un besoin de différents types de produits hôteliers. Il y a aussi une très forte, et on en a peu entendu parler, mais il y a une très forte part de tourisme domestique au Maroc. Donc c'est aussi important de le prendre en compte, et donc à la fois dans les différents développements. Si on regarde sur le reste de l'Afrique du Nord, aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Tunisie, nous, on est déjà présents sur les destinations resort. Donc notre focus aujourd'hui est principalement sur Tunis. On a annoncé plus tôt cette année notre entrée sur le marché de Tunis au travers de Parking by Radisson. On est aujourd'hui, on regarde d'autres opportunités. On croit beaucoup sur le marché de Tunis parce que ça offre des possibilités assez diverses, puisque si on regarde Tunis, on a la zone de la Gamart où on peut partir sur des produits type resort urbain et même des beach resorts. Vous avez la zone de ce qu'on va appeler le Tunis CBD, où là on est clairement sur des hôtels business, et vous avez la zone des berges du lac, où aujourd'hui on est sur un modèle d'opération qui est, j'allais dire, dry, sans alcool, où là, nous, notre première recommandation serait de développer du service appartement. Et ensuite, pour l'Algérie, donc on doit ouvrir un petit peu plus tard cette année notre premier établissement à Alger, le Radisson Blu Alger Hydra. J'allais dire, le focus principal est sur Alger, et après on peut regarder sur des destinations type Oran ou Constantine. Concerning Louvre Hotel Group, in Morocco, I know our partners here are looking at expanding in different locations and destinations. Concerning the area that I look after, which is Algeria and Tunisia, for North Africa, Algeria, we are developing, we already have 2 hotels in operation, one in Skikda and one in Alger Centre. We're looking at Tain Binyan, also at L'Opera and Constantine. We would like to go into a lot of the destinations and looking at more into the 3-star and 2-star properties, economics, and some apart hotel or combination, combo between hotels and apart hotels. In Tunis, we have 4 hotels, and one to open by end of 2019, and we have 3 hotels under constructions. We do have in Hammamat, we're looking at Sousse and Jerba as well. We have 3 hotels in the city, in the capital of Tunis. Mainly city hotels business. The Hammamat is a resort, and we're looking at Sousse and Jerba to go into more into the resorts. Moi, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on a parce que ce sera un peu trop long quand même. Hein. D'autres questions? C'est plus interactif comme ça. Hi, I'm Preben. I work with Hotel Swaps. I have a question on residential components. So in some parts of the world,
integrated resorts with hotels and residences, where the hotel operator is also looking after the residences and making all that work. How important is that for this part of Northern Africa? And is there specific regulations with freehold, access to mortgages and so on, which will help integrated resort developments in the various countries of Northern Africa? It's clear that Morocco is really the country to do that, and we have already a strong real estate development in Morocco, and progressively we also export and have started the development of this hotel and apartment, so as services given by the hotel, and it's always the same story. I mean, you can sell this apartment at a premium compared to the apartment without service. You have the brand, which brings really some additional attraction, and the service and security. So it's a way also to subsidize a little bit the hotel component. It's the US scenario, and it's working well, particularly on resort station. I mean, and Fairmont, for example, or Raffles are very much already, I mean, are well involved in this type of operation. We have the Fairmont in Marrakesh, for example, where we have a lot of apartments. We plan also to do that in Rabat, and which is not a resort, by the way, and it's something which works well. Yes, definitely. Well, the problem also is that the real estate market has been a little bit. I mean, we are not in 2006 and 2007, so a lot of things have been done, and you have less international buyer than you had before. So you need to be careful about that. But most of the market is taken by local buyers, by the way. Yeah, I think Christian is right. Usually it goes more to the local market. If I look at us from Radisson, that's something, so we don't invest because we only position ourselves from the operator side. However, that's something we're happy to discuss and to look at. We haven't done it for now in the region, so we could do it. We have like some operational concern that we just want to make sure are going to be matched and in line with what we required, not that specifically like making sure that we keep most of the inventory into a rental pool. After that, it can be sold to end user or investors, and when it comes to what we would call branded residences, we would provide like a la carte service. Other questions? Challenges, opportunities. Bonjour, donc je me présente, je suis Salah Eddin Farid, je représente une société d'État qui réalise donc un projet de promotion touristique et immobilière dans le nord-ouest du pays. Il s'agit donc d'une nouvelle destination qui n'est pas encore confirmée, mais qui est en cours d'être confirmée, à travers notamment le développement d'un premier hôtel qui a été qui a fait l'objet d'investissements par l'État, et dont l'opérateur est un opérateur privé, donc qui est présent pas mal au Maroc et dans d'autres pays. Ma question, enfin j'allais poser une question tout à l'heure, mais dont la réponse était partielle, et je m'adresse à vous en tant que représentant de Radisson, parce qu'une partie de la question qui est restée sans réponse, c'est par rapport à cet intérêt que vous avez par rapport aux nouvelles destinations et aussi aux resorts. Est-ce qu'il s'agit uniquement du fait d'être du côté opérateur, ou bien vous faites aussi de l'investissement? Parce que deux des problématiques auxquelles nous ne trouvons pas de réponse au Maroc, c'est le portage de l'investissement et la levée de fonds, qui sont très conditionnés et sur lesquels nous aimerions avoir plus de visibilité. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par l'investissement ou juste la gestion? Je vais répondre de manière assez simple. C'est vrai que nous, en tant qu'opérateur, on est aujourd'hui complètement dans une stratégie où on est sur de l'asset light, donc on ne co-investit pas et sur les projets hôteliers.
j'allais dire, pour rester un petit peu, ma réponse va être un petit peu vague, mais cependant, elle soulève un point qui, je pense, on peut discuter par la suite, notamment sur l'investissement. Et on sait qu'au Maroc, c'est souvent quelque chose qui nous est demandé, donc c'est d'accompagner l'investisseur et de quelle manière est-ce qu'on peut l'accompagner. Sur un investissement à proprement parler, c'est nous, aujourd'hui, quelque chose dans notre stratégie qu'on ne fait pas et qu'on ne peut pas faire. Cependant, sur des localisations très stratégiques, on est ouvert à la discussion et on peut essayer de trouver un mécanisme de manière à apporter une contribution, mais c'est en général quelque chose qui reste assez minime par rapport au coût total de développement. C'est pour ça que je ne le considérerais pas comme un investissement. Votre destination est bien desservie par l'avion? Il y a un aéroport en fait qui est à 15 km, donc qui est au sein même de la ville où on développe nos projets, mais un autre aéroport en fait qui est à 130. Donc une connectivité qui est pas mal et bien sûr il y a aussi un grand projet qui est en train d'être aménagé, qui est un grand port, donc similaire à Tangemet, et ce sera fait dans un horizon de 5 ans, ce qui permettra de rendre l'investissement hôtelier très très attractif au niveau de la région. Non, j'insiste là-dessus parce que quand les villes sont mal desservies, en vol internationaux j'entends, hein, je ne parle pas de vols nationaux. Hein. Non, mais c'est un aéroport international là, qui est desservi par plusieurs destinations, notamment européennes. Si Agadir marche très bien, c'est que vous avez des dizaines d'avions tous les jours, Marrakech pareil, mais en revanche d'autres destinations comme Essaouira souffrent du fait de l'absence de liaison aérienne. Et la destination est fantastique, on peut y faire tout ce qu'on veut comme promotion, mais s'il n'y a pas d'avion, les gens ne viennent pas. Non, mais cette problématique ne se pose pas au niveau de cette région. Et il y a aussi pas mal d'équipements d'animation qui sont prévus. Donc de l'activité golfique. Il y a toutes les activités qui peuvent donc accompagner le tourisme. Et donc c'est pour ça que j'ai posé cette question par rapport à l'investissement, parce que c'est une question primordiale pour nous. Et c'est une contrainte auquel on fait face tous les jours et on n'a pas de réponse. Voilà. D'autres centres d'intérêt? Non, pas beaucoup. Si. Effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une destination? Vous avez parlé de Souera, donc nous avons la station Mogador. Qu'est-ce qui pourrait faire la réussite de cette station? Également Souera. Nous avons d'autres destinations qu'on voudrait créer au sud d'Agadir, dédiées spécialement balnéaires, avec des activités de niche, de la nature, etc. Donc, qu'est-ce qui permettrait, à votre avis, vous êtes les experts en termes de promotion, et vous êtes les mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui ferait le succès de ces destinations? Donc, bien sûr, il y a les fonds qui sont importants, mais il y a également garantir le risque qu'il y a derrière. Donc, conforter l'investisseur qui va mettre son argent dans ce projet-là. Donc, quelles sont les clés, les principaux points clés qu'il faudrait avoir à l'œil et qui vont tranquilliser et minimiser, soi-disant, le risque derrière ces projets-là? Et merci. Je crois quand même, je viens de le dire, la liaison facilitée. Les gens n'aiment pas faire 3 heures de voiture après avoir pris un avion, ce qui est le cas d'Essaouira ou d'autres stations qui sont loin d'un aéroport. Ça, c'est le premier problème. Essaouira, par ailleurs, contrairement à Agadir, c'est un plus d'ailleurs à une image culturelle. C'est vrai que la vieille ville d'Essaouira, enfin la Médina, est tout à fait agréable. On y a fait un golf maintenant, donc on a aussi de l'animation, mais c'est quand même... Il manque peut-être une vie un peu nocturne, même si on ne va pas recopier Marrakech ou Agadir. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait rajouter, mais c'est un peu le problème de... Et les avions, quand les compagnies mettent une ligne aérienne, ils se plaignent ensuite qu'il n'y a pas assez de passagers, et donc ils la ferment. C'est ce qui s'est produit sur Essaouira. Il y a un problème de promotion pour le lancement de l'image de la ville. Marrakech est très très connu, Agadir est très très connu depuis très longtemps, et Essaouira est connu dans un cercle un petit peu confidentiel encore. Et de nouvelles stations auront encore plus de difficultés, d'autant que Essaouira n'est pas réputée pour être une station de plage. Le climat est le même qu'à Agadir, il y a plus de vent, mais c'est pas réputé pour être une station où on va se baigner. C'est ce qui fait que c'est l'anti-tourisme de masse quelque part. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas assez de visiteurs.
Donc il n'y a pas de recette miracle, hein. Alors il y a la promotion est quand même un élément important. Alors, je sais qu'on demande en permanence au gouvernement marocain de faire des efforts au travers de l'ARAM, au travers de la promotion, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a eu aussi avec Azur 2010 et Azur 2020 un lancement massif de nombreuses stations et l'argent doit manquer, je pense, pour faire la promotion de toutes ces destinations. Mais on voit certaines, je pense à Targazout, qui après de nombreuses années de difficultés semble sortir la tête de l'eau quand même. Donc, après, c'est un problème de temps. Donc on ne peut pas en 10 ans, entre 2010 et 2020, lancer 10 ou 15 stations, c'est pas possible. Après, vous avez aussi un bon exemple au Maroc qui est un peu plus spécifique. Mais si vous prenez l'exemple de Darla, ils ont réussi aujourd'hui à créer une destination qui est complètement centrée sur les sports nautiques, le kitesurf, le surf, etc. Et aujourd'hui, une des choses qui fait la réussite de Darla, c'est à la fois donc, les très bonnes liaisons avec Casablanca, mais vous avez aussi, je sais qu'il y avait l'ouverture de la liaison avec Paris, qui a beaucoup aidé, et au final, ils ont réussi à créer une destination à partir de pas grand-chose, puisqu'on était en fait sur un banc de sable et dans le désert, pour aujourd'hui la positionner comme un des spots de kitesurf les plus renommés dans le monde. Donc il y a aussi des bons exemples, mais c'est vrai que les infrastructures, et notamment aéroportuaires, sont très importantes. Darla, il y a une problématique de foncier et urbanistique qui est différente et qui a du positif comme du négatif, puisqu'il est difficile aujourd'hui de développer des hôtels. Mais après, il y a aussi toute une préservation du littoral, de la côte et de l'environnement. Donc ça, c'est positif. Je crois que le Maroc a une énorme chance, en tout cas par rapport à ses deux voisins. Vis-à-vis de la Tunisie, il a résolument pris une direction tourisme plutôt d'un certain niveau, par opposition à un tourisme de masse. Et la Tunisie a du mal à sortir de cette image. Et aujourd'hui, elle souffre, on l'a dit, avec des hôtels vieillissants. Il n'y a pas assez d'argent pour les rénover parce que quand on vend la chambre à 20 €, la demi-double, c'est compliqué quand même de faire du profit. Et quant à l'Algérie, pour l'instant, son devenir touristique est quand même encore loin devant. Et le Maroc a cette ancienneté sur ce segment, au bon niveau. Une décision également, je crois, le pouvoir est quand même stable dans ce pays, donc ça aide beaucoup pour prendre des décisions sur le long terme. Et puis une main-d'œuvre également, qui depuis très longtemps maintenant, on n'a pas vraiment de problème pour trouver à tous les niveaux d'encadrement et bien sûr de personnel normal les bonnes personnes pour gérer les hôtels efficacement. Et avec plaisir pour les clients. Donc ça, c'est un atout considérable qui durera encore, je pense, assez longtemps d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, il ne faut pas se bousculer, il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. Bonjour tout le monde, c'est Younes Hajoui de la SMIT aussi. En fait, je voudrais avoir votre avis un peu en tant qu'investisseur hôtelier aussi qu'opérateur par rapport à deux problématiques. Bon, ce pas des problématiques, mais c'est des constats. Le premier, c'est votre relation avec les hôteliers. Comment vous la vivez ces dernières années quand on sait que maintenant des hôteliers sont en train de prendre entre 15 et 25%, assez souvent c'est plus que le propriétaire des murs. Donc, comment vous faites? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits en termes d'augmentation des réservations directes, etc. Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième, excusez-moi, c'est par rapport au concept all-inclusive. C'est un peu comment on dit, en fait, c'est le dada de certains, aimé, adoré par les clients, mais quand on parle que ce soit de l'État, que ce soit des locaux, des restaurateurs, etc., c'est l'ennemi juré. Donc comment vous faites pour répondre à l'ensemble de ces, je dirais, contraintes qui viennent parfois assez diamétralement opposées, qui viennent de différents coins, et comment vous vivez en fait le concept de l'all-inclusive en fait. Merci. Je pense que la relation avec les hôteliers, elle est un peu similaire à la relation avec Airbnb. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas chercher à se battre contre eux parce que c'est, on va dire, presque un petit peu cause perdue. Je pense qu'il est important de travailler avec eux. C'est aujourd'hui dans notre industrie des acteurs très importants. Si je parle pour nous au sein de Radisson, on a eu, donc je pense que
au cours des 2 dernières années pas mal de changements, et notamment avec un nouveau nom. On a une nouvelle stratégie qui a été mise en place, des investissements qui ont été réalisés de manière aussi à nous permettre de renforcer nos propres systèmes de distribution, donc de manière à éviter de laisser trop de commissions aux OTA. Cependant, les OTA aujourd'hui vous permettent quand même aussi d'avoir accès à la demande. Donc c'est pour ça que je dirais que le dicton, c'est vraiment essayons de travailler avec eux en bonne intelligence. Se battre contre eux, je ne pense pas que ce soit judicieux et pour l'industrie en général. Et sur la deuxième question, c'était le all-inclusive. On a, nous, de notre côté, une expertise, puisque c'est des choses, par exemple, si on regarde sur la destination de la Tunisie à Djerba, c'est quelque chose qu'on a, j'allais dire qu'on a l'expertise opérationnelle et on sait faire. Cependant, je pense que le danger du all-inclusive, c'est de faire attention à ne pas downgrader la destination de manière à ce qu'elle soit uniquement perçue comme une destination all-inclusive. Et je pense que c'était une des grosses problématiques de la Tunisie, c'est qu'à la fin, avant les événements malheureux, ils étaient uniquement perçus comme une destination all-inclusive. Et je pense que l'image de la Tunisie et des destinations type Djerba en ont beaucoup souffert. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, puisque nous également, c'est quelque chose qu'on fait, mais on cherche aussi à diversifier de manière à quand même positionner la destination, j'allais dire, dans sa globalité, que la destination reste attrayante. Moi, sur les OTA, je pense qu'il faut savoir les utiliser. C'est un moyen d'avoir des clients qu'on n'aurait pas par ailleurs. Je pense notamment à Expedia, qui apporte une masse de clients d'Amérique du Nord importante. Il faut aussi se battre avec elle au niveau des coûts, de façon à limiter un petit peu le montant de ce qu'elles prennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes hôtelières qui ont un certain poids, je dirais, arrivent à négocier 30 et 40 ou 50% moins cher que ce qu'un indépendant peut avoir. Le troisième élément, c'est de former le personnel, les yield managers, de façon à ouvrir et fermer selon les périodes. Il y a des moments où on a besoin parce que c'est la période creuse, et même avec 15% de discount ou 12% de discount, c'est pas idiot. Une chambre vide, ça coûte cher d'une certaine façon. Et puis le dernier élément important, c'est la carte de fidélité. Aujourd'hui, la carte Accor, en moyenne, ça dépend des pays, c'est entre 30 et 45% de contribution aux différents hôtels. Et les gens qui passent avec la carte Accor, bien évidemment, ne passent pas par les OTA. Alors vous me direz, pour le propriétaire, ce n'est pas forcément la panacée, puisque la carte coûte aussi de l'argent. Mais au moins, ça évite d'être otage des OTA et qu'à un moment ou à un autre, ils fassent 50 à 60% de votre chiffre d'affaires et que les commissions passent à 15, 20, 25, 30%. Tout ça pour financer de la publicité qui permet de vous écraser encore davantage. Donc je pense que c'est cette résistance qui est importante. Quant à l'all-inclusive, on n'en fait quasiment pas. On n'en fait quasiment pas, et en effet, on a le risque un petit peu d'aller plutôt vers le bas de gamme. On n'est pas fan des hôtels qui se remplissent avec les tours opérateurs. Selon les villes, selon les pays, on arrive parfois à se limiter à 50-50. On a quand même, entre le web direct et le web indirect, je ne parle pas des autres canaux de réservation, bien évidemment, puisque globalement, notre centrale de réservation assure à peu près 70% du remplissage, et là-dedans, le web fait à peu près la moitié. Et sur cette moitié, on est, selon les villes, encore une fois, en Angleterre, on sera un peu plus fort en web indirect qu'on l'est en France, ou au Maroc, on est assez faible, au Brésil, on est à moins de 20% de web indirect, donc c'est variable, en gros, on est autour des 50-50. Mais il y a eu, c'est vrai, ces dernières années, une croissance assez forte des OTA. Mais parallèlement, si vous pouvez améliorer votre occupation, c'est pas forcément une mauvaise chose. And if you push the loyalty card at the check-in or check-out and try to convert the client from the OTA to your own, you will always get better, your discount to the client is better and your commission to yours is much, much less. Okay, so pushing the loyalty card is very important. OTAs, you cannot live without them, but there's always a way to work around it and manage it. All-inclusive in Tunis, we have the experience. We took the hotel in Hammamat, used to be 100% all-inclusive. Now we have turned it around. We still do some, but
during the summer is not more than 30%. We don't anymore try to promote this. And if we do all-inclusive, it will be an upscale all-inclusive, deluxe, and so on and so forth. But we don't recommend it, actually. It's not something that is good. Après, vous avez des destinations où le all-inclusive est la norme de marché. Si on regarde l'Égypte, par exemple, des destinations comme Sharm el-Sheikh ou Hurghada, aujourd'hui, le modèle principal est sur du all-inclusive. Mais encore une fois, c'est des destinations qui ont été construites et pensées comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait dans le cadre d'une discussion plus large, mais je pense que c'est un des avantages que l'Égypte peut avoir dans son redressement, c'est de réussir à diversifier un petit peu j'allais dire le modèle économique, de manière à pouvoir driver une clientèle sur, encore une fois, un petit peu plus haut de gamme, et qui permet également en termes de, j'allais dire, de revenus, puisque au final, le all-inclusive est aussi quelque chose qui, au final, a un coût, puisque vous vendez sur un package donc à part entière. En fait, l'inclusif, je pense au Club Med, ça peut être un bon truc si on arrive à commercialiser pour l'essentiel soi-même. Mais si on passe par les OTA, ça devient, par les tour opérateurs, ça devient compliqué, puisqu'il y a à peu près 30% du prix payé qui reste entre les mains du tour opérateur, quand c'est pas 35%. Hein. Il a son utilité, bien sûr, mais il pousse les prix vers le bas en général. Bonjour à tous, je me présente, Damri Anes, directeur développement du projet Wedfest Golf City, que pas mal d'entre vous connaissent très bien. Donc c'est un projet qui a été porté par Medz, qui est elle-même filiale du groupe CDG, donc premier investisseur étatique dans l'aménagement des zones touristiques. Moi je vais rejoindre un peu les deux questions qui ont été posées par rapport à la clé de succès des destinations touristiques. Donc forcément l'industrie, elle est claire, elle définit un peu tous les paramètres de réussite d'une destination touristique, y compris l'aérien, l'hôtellerie, la sécurité, tout ce qui va avec. Donc on pose la question par rapport au Maroc qui a finalement suivi à la lettre, hein, si j'ose dire, un peu toutes les recommandations des grands cabinets dans la définition, le choix des concepts, des destinations, comment on peut se positionner dans un contexte concurrentiel en mettant en place des resorts touristiques intégrés ou à travers différents types de produits. Donc aujourd'hui, on se pose toujours la question, est-ce que finalement, en ayant tout fait en termes d'aménagement, d'équipement, d'infrastructure, certains projets quand même ont démontré une certaine défaillance. Et là, on se pose la question, d'où vient cette défaillance? Est-ce que dans le choix du concept à la base, le choix de la destination, ou vraiment le produit lui-même? Parce que finalement, la réussite d'une destination, dans tout, chaque destination donc, a une particularité. Soit c'est le produit qui fait l'attractivité, le cas de Dakhla. Donc Dakhla a connu ce succès grâce au produit du kitesurf et à des opérateurs privés qui ont pris un peu cette responsabilité et ont déclenché. Et là, c'est les opérateurs qui ont suivi ce succès. Parce que finalement, que ce soit le gestionnaire, forcément, il va chercher l'intérêt d'une destination qui fonctionne bien, qui remplit toutes les chambres. Et là, on est dans une option de gain, c'est-à-dire je suis la destination parce que je vais en tirer profit et je ne suis pas d'autres destinations parce que je vais être perdant. C'est le cas pour l'investisseur également. Forcément, il ne va pas prendre de risque donc à construire un hôtel pour le voir vide toute l'année ou le remplir uniquement en 2 ou 3 mois. Donc la question qui revient, je pense que c'est le souci de toutes les destinations touristiques. Le Maroc, on parle toujours, j'ai vu un peu ce matin qu'on parle de Marrakech, on parle de Casablanca, mais des destinations qui brillaient à l'époque, je parle du cas d'Agadir, de Fès, donc qui étaient leaders, qui étaient mieux connus que Marrakech. Donc aujourd'hui, il y a eu toute une mutation forcément dû à beaucoup de paramètres, de mutations en termes c'est une industrie, hein, en termes de mode de consommation du produit. On n'est plus sur le balnéaire, on n'est plus sur du culturel, du sportif, donc tout ce qui est actif. Donc le tour opérateur, c'est quoi le degré d'influence d'un investisseur pour se positionner sur une destination ou une autre? Parce que quelque part, c'est une partie du succès des destinations. Si on se retrouve aujourd'hui tous là, c'est parce qu'il y a Marrakech, il y a Casa, il y a d'autres destinations qui fonctionnent bien et vous vous êtes certainement intéressé par d'autres destinations.
bien sûr, sous réserve d'avoir accompli un certain nombre de garanties. Donc, je saisis cette occasion, ça c'est une partie de la question, je saisis cette occasion par rapport au projet que j'ai cité au début, le projet de Wetfest Golf City, qui est un projet qui émane de cette volonté et cette stratégie gouvernementale qui a été dictée par ces études des grands cabinets. C'est un programme de développement touristique qui s'étale sur 160 hectares. Donc c'est une mixité de produits entre résidentiel, golfique et hôtellerie. Aujourd'hui, on est, ça fait 4 ans qu'on est à la recherche d'opérateurs gestionnaires et investisseurs pour des lots de terrain qui sont pieds sur le golfe. Sachant que FES, aujourd'hui, elle réalise plus de 40% de croissance pour cette année. Donc voilà, il y a une destination qui est mise en place, qui fonctionne, mais pour laquelle il n'y a pas d'intérêt d'appétit pour le gestionnaire. Et on se pose encore une fois une question sur qu'est-ce qui doit se faire pour attirer cet appétit chez les gestionnaires. Merci beaucoup. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment, on a mélangé vitesse et précipitation. Et en plus, je pense qu'il y a un certain nombre de statistiques qui donnaient, dans les années 2005-2006, une croissance exponentielle du nombre de visiteurs au Maroc et qui n'a pas tenu compte nécessairement de chocs. Et on a eu des chocs. On a eu différents chocs. On a eu les chocs en 2008-2009, qui ont quand même réduit considérablement les pouvoirs d'achat, je dirais, des visiteurs européens pour l'essentiel au Maroc. Il y a eu ensuite, bien évidemment, la période des attentats qu'on réduit. Et je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'en 2006, on devrait prévoir probablement qu'il y aurait 15 millions de visiteurs en 2020 au Maroc. Bon, on en est à 12 millions, et Dieu merci, 2018 a été une très bonne année en hausse par rapport à 2017. Mais enfin, on n'est pas encore tout à fait au niveau qui était espéré. Et je pense que les plans, que ce soit 2010 ou 2020, étaient peut-être basés sur des chiffres un peu optimistes, enfin qui se sont avérés par la suite optimistes, du fait des éléments géopolitiques qui se sont produits. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus assez de clients pour remplir toutes les stations. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Les valeurs sûres, Marrakech, Agadir, c'est elles qui s'en tirent le mieux, parce que vous avez la connaissance, la promotion, les vols. Le nombre de vols que vous pouvez avoir internationaux sur Marrakech, c'est impressionnant. D'ailleurs, ça s'est arrangé avec le nouvel aéroport, mais auparavant, il fallait attendre 1 heure et demie pour sortir... parce qu'il y avait 2-3 avions qui arrivaient en même temps et il y avait une queue. Là, ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est pas franchement étonnant. Donc, il y a des destinations qui vont être encore à la traîne pendant un moment, je pense. Il y a moins de monde que prévu, et donc, c'est pas équiréparti entre les destinations. Et les destinations nouvelles souffrent de ne pas être connues, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, l'État n'a pas forcément les moyens pour faire la promotion de toutes ces destinations. Ça coûte cher, quand même. Dans beaucoup de pays, la France, bien évidemment, qui représente le premier marché de loin au Maroc, on a, je crois, 40 à 50%, enfin c'est moins vrai à Agadir, mais sur l'ensemble du pays, on est quand même au niveau des 50%, je crois, enfin Marrakech en particulier. Mais il faut ouvrir de nouveaux marchés, tout ça c'est de la promotion et des vols. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il n'y a pas de recette miracle, quoi. En fait, en partie, il y a une partie de la réponse, mais je reviendrai sur le risque à prendre. Effectivement, l'État doit investir sur la communication, c'est ce qui fait le succès, mais le TO aussi doit investir sur la destination. C'est comme ça que ça marchait auparavant. C'est le TO qui commercialisait plus que l'État. Donc je me rappelle, l'Office, effectivement, se contentait donc de diffuser le Petit Chameau et les plages d'Agadir. Et ça marchait très bien. Après, c'est les TO qui prenaient le relais et les voyagistes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc personne ne fait d'effort pour commercialiser la destination. On se contente de l'intérêt du client. S'il opte pour une destination, on le suit. Donc finalement, on est conscient que on manque énormément. Là, je réponds à Jihan. Donc il y a certaines destinations qui fonctionnent grâce à leurs produits. C'est une identité, c'est un choix de cette clientèle auquel il faudra répondre. Et malheureusement, on n'a pas tous les outils. Donc, comme l'Europe ou les États-Unis, qui arrivent quand même à développer des industries parallèles en termes d'animation, nous forcément, donc on manque énormément de ce type de produits qui effectivement manquent sur le marché. If the operators tour operators are not interested or not looking at, then we need to look at the conditions. The conditions that the country is putting, the conditions of the destination is putting on the tour operator. If they're not interested, there's something
missing. There's one link is missing, and that's where we need to look at. What are the conditions put on everybody so it's not a successful destination? Vous parlez du risque, mais enfin, bon, l'entreprise, c'est compliqué de prendre du risque, parce que dans l'hôtellerie, quand ça marche pas souvent pour de nombreuses années, hein, et on ne peut pas déplacer un hôtel, on ne peut pas le prendre pour le mettre ailleurs. Donc ça signifie quand même, on a pris un risque significatif en tant que RISMA, j'entends, aux côtés d'autres investisseurs sur Essaouira. Bon, on a dû tout passer à la poubelle, quoi. Donc on ne peut pas faire ça tous les 4 matins, malgré tout. Alors on essaie de relancer maintenant la station, mais entre-temps, la première période, elle n'est pas brillante. Est-ce qu'à votre avis, effectivement, le gestionnaire, finalement, il a un cahier de charge que l'investisseur doit remplir? Donc forcément, on parle du vieillissement un peu de la capacité hôtelière d'Agadir, ce qui coûte énormément cher pour l'investisseur. Et du coup, il préfère réduire un peu sa gamme ou se contenter de la vente directe clientèle ou baisser un peu le standing. Et quelque part, l'opérateur à mi-chemin, il le lâche. Donc, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'intérêt à investir sur la communication et sur l'image. Quelque part, est-ce que c'est pas je dirais, un mauvais coup de la part du gestionnaire, du moment qu'il n'y a plus ce qu'il demande, qu'il abandonne l'hôtel et il cherche d'autres destinations parce que forcément, il n'y a pas d'intérêt pour le produit lui-même. Ce qui casse la destination. On est dans le cercle vicieux tunisien, là. We thank you for being here and sharing with us. And anything else? Nancy was ready. Thank you. Thank you.